Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Vous avez l'oreille musicale, vous ne pouvez pas vous y tromper. Les grosses têtes, vos grosses têtes sont là et j'ajouterai même un peu là, car nous avons aujourd'hui une affiche exceptionnelle. Il a un nom en forme de charade. Mon premier s'expulse par le bas, mon second sort par le haut, et mon troisième dément avoir usé de mon premier et de mon second. Péroni. Jean-Jacques Péroni. Ça c'est franchement délicat. Hein. Ça commence fort. Les hommes politiques le chouchoutent dans l'espoir, toujours déçu qu'il les ménagera. Jacques Maillot. Il a pu fournir un alibi après l'assassinat du PSG par les médias. Thierry Roland. Il a fait longtemps la Manche avant de traverser l'Atlantique. Roland McDan. Il est chargé de cours à l'université franco-russe du Kremlin-Bicêtre, le professeur Logérov. Je sais, monsieur le professeur, que vous allez vous trouver un peu décalé, comme on dit, dans cette assemblée très parisienne, mais il sera intéressant de savoir, grâce à vous, si vous avez dans votre pays les mêmes problèmes que ceux que nous connaissons chez nous. Je vous vendrai mon avis. Aucune connerie. Le premier sujet, bien sûr, qui a été déjà abondamment traité, mais avec un sérieux qui ne convenait peut-être pas à ce sujet, c'est la prestation de messieurs Seguin et Delanoë hier sur Canal+. C'était nul. Oui. Il y a tout de suite une réaction nouvelle, c'est M. Raymond Barre qui a dit... J'ai bien dormi. Non, il a dit ça ne valait pas un western. Ah bah voilà. Alors là, il y a deux informations quand même. D'abord que Raymond Barre regarde les westerns. Oui, toujours, oui. Oui, non, mais vous savez, son western préféré à Raymond Barre, c'est L'homme qui tue Liberty Valance. C'est vrai, c'est vraiment un amateur. Oui, c'est un amateur éclairé. Il préfère l'homme pour faire un mot. Non, pas du tout. Il n'y a pas de jeu de mots. Non. Mais Delanoë est très bien, par contre. Hein. Il a parlé des patinettes. Il a dit qu'il voulait restaurer les patinettes à Paris. Oui. On va tous patiner. Alors, les commentateurs, les observateurs, je crois que c'est le mot qui convient davantage, ont ce matin fait assaut de précision pour dire ce qui les avait choqués ou séduits dans le comportement de l'un ou de l'autre. Par exemple, on a dit de Delanoë, c'est bien, il sourit, mais de Seguin, on a déploré, c'est mal, il ricane. Oui. Ensuite, il y en avait un qui était prisonnier de ses lunettes, c'était Seguin, je crois, qui n'arrêtait pas de les mettre sur le nez, de les enlever. Et donc... Les hiboux, ça voit pas loin. Oui, et donc, je pense que, comme il avait ses lunettes dans les mains sans arrêt, il n'a pas disposé de la gestuelle élargie que déployait son challenger. Mais qui avait aussi des lunettes. Oui, mais lui qui les gardait sur le nez. Ils auraient pu faire comme au théâtre, c'est-à-dire Séguin avait donc les mimiques et il aurait dû confier ses bras à Tibéri qui aurait fait la gestuelle. Tibéri, il aurait été derrière Séguin et il aurait passé ses petits bras de chaque côté. Ça aurait été charmant. Comment se passent les débats en Russie, professeur Logérov? Alors, c'est pour nous comme une espèce d'incongrution que la débat. Parce que quand nous, en Russie, M. Poutine parle tout seul. Oui. M. Brezhnev n'a jamais débattu avec personne.
Monsieur Gorbatchev n'a jamais débattu non plus avec personne. Les gens viennent à la télévision nationale russe et parlent tout seul face à la caméra, ce qui évite d'avoir quelqu'un pour vous embêter pendant que vous parlez tout le temps. Ça permet de mieux faire passer le message. Ça, c'est Donc, vrai. je trouve que cette tradition française de la débat est quelque chose de totalement incongru. Incongru. Ou incongru, et qui, moi, m'amuse beaucoup. J'ai l'impression que c'est une forme de football petite. Et deux. Ouais, l'arbitre et deux équipes de 1. Oh, l'arbitre. Mais c'est rigolote. Et en plus, c'est à l'intérieur, donc comme ça, ils attrapent pas froid, parce que chez nous, il fait très froid. Donc, j'ai trouvé ça rigolote. Et c'est pour ça que j'ai compris que Canal+, que je vois de temps en temps, est la chaîne des footballs. C'est pour ça que j'ai compris. Voilà. Mais remarquez, là aussi, ils ont parlé tout seuls, ce gars et Delanoë. Hein. Et personne qui les regardait, à mon avis. Au bout de 5 minutes, c'était fini. Mais ils auraient pu faire comme à la boxe, des pom-pom girls, vous voyez. Alors, Xavier Tibéri en pom-pom girl, c'était bien. Non, le salon agricole est fini depuis longtemps, mon petit Jacques. Je voudrais vous soumettre la première citation parce que nous sommes Oui. quand même ici avec une mission culturelle. S'il vous Bien plaît. sûr, certes. Madame Arvouge de Cueil vous propose cette belle formule dont je vous demande, moi, l'auteur. Qui Vous a êtes dit l'auteur. Quand on me parle d'une femme cultivée, je l'imagine avec des carottes dans les oreilles et du cerfeuil entre les doigts de pied. Oh, le Frédéric misogyne. Dard. Oui, c'est Sacha Guitry, ça. C'est Sacha Guitry, bonne réponse de Jacques Maillet. Sacha Guitry, dont le papa a fait ses débuts à Saint-Pétersbourg. C'est vrai, Eh oui. c'est vrai, c'est vrai. Si, Et donc, d'ailleurs, non, Sacha est né à Saint-Pétersbourg. Et son papa venait régulièrement. Oui. Jouer la théâtre française à l'époque où la Russie parlait le français couramment mieux que vous, monsieur Bivard. Et son père venait jouer la théâtre ici, à Saint-Pétersbourg. Alors, Lucien Guitry était l'ami intime du tsar et c'est pour ça que le tsar a été le parrain de Sacha. de Sacha, Oui, voilà. absolument. D'ailleurs, le tsar avait monté un numéro de cabaret de duettistes, c'était le Tsarevitch. Ah, arrivée de Karl Zéro. Alors, je sais que Karl a des ennuis puisque on a refusé d'afficher les placards pour son vrai papier journal sous prétexte qu'il avait fait une manchette qui heurtait la sensibilité de certains édiles. Qu'est-ce que c'était cette manchette, Karl? Bah, ça résume la situation, il y a marqué mérite pourri. Mérite pourri au lieu de mérite Paris, mais c'était intentionnel ou il y a eu une erreur Ah de- non, je ne plaide pas la faute de frappe. D'ailleurs, en fait, je fais un référé contre l'AAP, qui est l'organisme qui est chargé de placarder les affiches sur les dos de kiosques à Paris. Et qui est un organisme qui dépend de la mairie. Ça, il faut le dire, oui, je crois que Ah c'est oui. important à dire, oui. Ah oui. Ouais. Ah oui. Mais j'ai entendu Jean Tibéri qui nous expliquait qu'il n'était pas au courant et que c'était pas lui. Mais je fais quand même un référé, rien que pour les faire chier. Et foutre les affiches, parce que c'est important. Il y a que comme ça que je peux le vendre, ce putain Oui, de bah journal. non, parce que vous voyez, est-ce que finalement, c'est pas meilleur de pouvoir dire sur tous les médias qu'on n'a pas été affiché, plutôt que d'être affiché? D'abord, sur les médias, vous payez pas alors que l'affiche est payante. Hein. Ah, ça, j'en Moi, je sais crois rien. que Peut-être vous allez me demander de l'argent après, Philippe, tel que je vous connais maintenant. vous allez faire une bonne affaire. Bon, J'espère. Karl Zéro, donc, vous nous avez rejoint avec un peu de retard. J'ai présenté, durant votre absence involontaire et justifié, un de vos meilleurs amis, qui est le professeur Logérov. Qui est formidable, que j'ai connu lorsque j'étais en voyage en URSS. Mais Ah bah je vois qu'il est déjà populaire. Hein. Nous avons, chemin faisant, parlé un peu de la politique française. C'était pas passionnant, hein. Bah, moi j'étais avec Delanoë là ce matin, je faisais une Ah oui, je fais une alors spéciale dimanche. Bah, il était très en forme. Je lui ai En dit, forme de quoi? Ça y est. non, je vais être vulgaire et il paraît qu'il faut pas être vulgaire. J'ai vu le patron de RTL, il m'a dit surtout pas de vulgarité. Un petit peu le matin, vers 8h30. Ah, vous voulez dire la tente d'Indien quand on se réveille? Non, je veux dire que quand Monsieur Perroni fait parler Laurent Gérard, quelquefois... C'est limite. Je suis choqué, Les d'ailleurs. pimpants honnêtes sont priés de prendre quelques distances, hein. Ouais, mais c'est Attendez, grandiose. qu'est-ce que vous dites, les tympans honnêtes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, ça veut dire des gens qui méritent pas de nous écouter.
Loin d'être timide, voici les grosses têtes avec Éric Logérias, Jacques Maillot, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni, Carl Zéro, Roland McDan et Philippe Bouvard. Alors pendant ce temps-là, monsieur Thierry Roland, il y avait un match, un beau match, hein. Mardi. Oui. Ah, Ouais, très beau match. Voilà l'allumé du gazon qui va l'ouvrir. Très beau match. Pourquoi? Non, mais parce que je sais que pour vous, c'est quand même le summum du bonheur. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Oui, ben écoutez, de toute façon, je ne sais pas si pour vous c'est le summum du bonheur, mais enfin, il faisait un froid de canard. Il y avait quand même 80 000 personnes au stade, donc c'est pas mal. Ah là, c'est un froid de connard. Non, attends. Non, s'il te plaît, hein. S'il te plaît. S'il te plaît, monsieur. Fais bien attention. Hein. Ça va faire beaucoup d'angines, beaucoup de... Non? Ah, mais on prend pas froid parce qu'il y a... Les gens sont excités, ils bougent, et la ils fièvre. applaudissent, Oui. ils crient, ils sautent. Oui, mais Quelle température il faisait, monsieur Roland? Oh, il devait faire, je dirais, dans les -3, -4, c'est rien. Rigola. Ouais. Vladivostok, on joue la football à -40. Oui, je sais. Hey. On joue directement avec une balle de bowling d'ailleurs. Comme ça, c'est plus simple. Le ballon, il est gelé de toute façon. Justement, j'ai la grande chance d'aller dans votre beau pays, là, dans 10 jours, là. Voilà Spartak. Voir le Spartak, oui, contre Lyon, oui. Mais -3, -4, c'est le score du Paris Saint-Germain, ça le dit. Mon cher Thierry, je vous ai gardé cette statistique qui mérite un commentaire. 78% des fans de football avouent avoir raté un but au cours d'une retransmission à la télé parce qu'ils s'étaient rendus aux toilettes à ce moment-là. Alors, que faire pour ça? Bah, il faut aller à la toilette à la mi-temps. Ben non, ils ont qu'à pisser dans les bouteilles de bière vides. Notre regretté camarade Léon, il pissait bien dans les bouteilles en plastique pendant le défilé du 14 juillet. Oui, c'est vrai, il nous l'avait raconté ici. Bah oui, si t'as pas le temps d'y aller, il faut bien faire un moment ou un autre, hein. Ou alors avoir une télévision dans les commodités. Ouais, aussi. ouais. Mais vous, par exemple, qui recevez volontiers la presse dans vos cabinets... Ça y est, on est parti du football, ils nous ramènent au cabinet, pépère. T'as remarqué, là. Et t'as pas une cuvette de lunettes avec simili-gazon? Non. Ça rappellerait le boulot? Non. C'est vrai que ces cabinets doivent être bondés les soirs de match. Tout le monde qui gueule au chiottes de l'arbitre et rentre dedans, c'est déjà complet. Hein. Je voudrais vous dire un mot maintenant si vous allez à Bangkok. Qu'est-ce qu'on irait faire à Bangkok? Le tourisme sexuel, on vous connaît, monsieur Perroni. OSS 117, staphylocoque à Bangkok. Moi, je vais chez Bourgoin, dans un élevage de poules, ça remplace. Vous risquez une peine de 2 ans de prison et une amende de 40 000 bahts, c'est la monnaie locale. Ah, le baht. Si vous êtes surpris par la police avec un sandwich au jambon. Ils ne veulent pas, là-bas, avoir notre fièvre afteuse. Bon, c'est pas la nôtre, c'est celle des Anglais, hein. Bon, on les connaît pas. ni nos vaches folles, et là nous en avons. On a. Ils ont Madame pris de des Fontenay. sanctions, ils ont mis l'embargo sur certaines nourritures. Vous n'avez pas le droit d'apporter un sandwich de France. Non mais attendez, en Thaïlande, ils sont musulmans, ils ont pas le droit de bouffer des sandwichs au jambon de toute façon. Ça, c'est vrai. Alors, c'est une mais connerie que vous avez dite là. Le français catholique peut introduire... Je crois que les Thaïlandais sont des bouddhistes, non? Oui, je que crois, des moi, musulmans, plutôt. je me Je crois semble, qu'ils oui. sont Ils bouddhistes. sont bouddhistes. Alors j'ai trop de conneries, je m'excuse. Je crois qu'ils sont Mais bouddhistes. en même temps, apporter un sandwich au jambon de France, il faut pas aimer les jambons frais ni les pains frais. Hein. Voilà, alors, franchement. Et en tout cas, pas l'acheter à la SNCF. Ah oui. Ou Non, alors... parce qu'on y va rarement en train en même temps. Vous avez remarqué? C'est un beau pays, mais on y va rarement en train. La ligne Sarcelles-Bangkok. Le professeur a raison, hein. Ou alors elle passe par Moscou, peut-être, je ne sais pas, mais je ne connais pas. Non. C'est très commode, vous savez, les avions, monsieur Bivard. Prenez l'avion, c'est rapide, c'est commode. Non, mais il aime pas, et ça lui fait peur. La pépette. Les la hôtesses. chocotte. Ouais. C'est ça qu'on dit des Français, la chocotte. Non, La c'est... chocotte. Il aime pas les choses qui lèvent mieux la queue que lui. Mais... Oh, il est enrhumé, papy. Oui, c'est au stade l'autre soir. Ah bah voilà. Vous avez pas été vous faire réchauffer dans les vestiaires? Ah, il faisait froid, hein. Ah oui, quand même, surtout quand on... Surtout quand on urine sous soi, après ça. Vous ne devez pas rater un bit. Nous avons maintenant, au bout du fil, un journaliste qui s'appelle Jean-Pierre Vandal. Vandal. Il s'appelle Vandal. Ah oui. Il publie un livre sur l'affaire Total, les pétroliers, les abus et tout ça. Et il l'envoie à des journalistes accompagnés d'1 $.
C'est-à-dire, il essaie de les acheter. Alors, Monsieur Vandal, Oui. qu'est-ce qui vous a donné cette idée de promotion originale? Eh bien, écoutez, comme on se plaçait sous l'angle de la corruption, je me suis dit, tiens, je vais tous les corrompre, comme ça ils diront partout dans la presse que le livre est formidable. Oui, mais attendez, pour $1, vous aurez pas grand-chose, hein. On vaut quand même un peu plus que ça, non? Ah, mais vous savez, qui prend $1 en prend un millier, hein. Moi, je vous préviens, c'est 9-0 après le 10, hein. Vous auriez pu aller jusqu'à $10, non? Eh bien, j'y ai pensé, mais ça me coûtait beaucoup trop cher, donc il y a beaucoup trop de journalistes dans ce pays, il faut faire la multiplication. Et donc je me suis arrêté à $1. Ce sont des vrais dollars. Ce sont des vrais dollars, oui. Les dollars m'ont effectivement permis de toucher beaucoup de journalistes que je n'aurais pas eu autrement. Envoyez-le en Russie avec $1, un journaliste d'État vit 6 mois. Alors. Et vous voyez. Donnez-moi votre adresse, je vous enverrai le dollar. Dada. Oui, vous n'avez pas pensé utiliser plutôt une monnaie de singe? Ah j'ai pensé au BAT qui m'aurait coûté beaucoup moins cher. Et l'euro? Ça ne coûte rien, il n'y en a pas. Bien, écoutez, vous avez peut-être ouvert une nouvelle voie. En tout cas, vous avez fait preuve de cœur, de solidarité envers de bons professionnels qui ne gagnent pas très bien leur vie et qui sont condamnés à lire des livres qui ne sont pas toujours lisibles. Hein. Oui. Mais on peut faire la même chose pour les catalogues de lingerie fine. Vous recevez un porte-jartel en même temps que le bouquin. Alors justement, à propos de porte-jartel, et merci Monsieur Vandal de nous avoir confirmé cette information. Merci. À propos des porte-jartels, il y a des présentatrices américaines sur une chaîne qui s'appelle la Naked News.com. Oui. Ça c'est bien. Ça s'appelle comment? Naked. Bon, je sais que je suis pas au point. Naked. Ça veut dire Naked News. Ça veut dire les nouvelles nues. Vous voyez quand vous voulez. C'est les nouvelles à poil. Voilà. Ça veut dire ça. Oui, alors il y a des présentatrices qui viennent tous les jours et qui sont en soutien-gorge, porte-jartel et même topless. Vous imaginez Claire Chazal topless? Oh, je vous raconte pas. Non, pas du tout. Et Christine O'Krent le dimanche soir, avec les blagues à tabac qui tombent sur le comptoir. T'es gentil, tu compares pas Claire Chazal avec Christine O'Krent, s'il te plaît. Ouais. Il y en a une qui pourrait être la mère de l'autre. Non, mais attends. Ça va pas, non? Elles sont mignonnes. Non, je trouve que vous manquez de galanterie et que... Oh non, c'est de l'observation, c'est pas un manque de galanterie du tout. Mais je suis certain que les audimates des journaux télévisés... Là, c'est les audimateurs. ne se ressentiraient pas du tout d'un plus simple appareil. Ah ouais. Mais pourquoi pas les gars? Alors, vous voyez Jean-Pierre Pernaut en slip kangourou. Ouais. Encore une église rénovée en Alsace. Vous voulez voir? Parce qu'il est bien le journal de Jean. Et puis, dites donc, Gérard Rolls, on verrait que le slip. Hein. Ça y ferait col roulé à Pépère. Hein. Philippe, c'est peut-être le moment d'annoncer que l'émission sur TF1 qu'on a fait ensemble, vous êtes nus pendant toute l'émission. Enfin, je n'ai pas mis de pantalon parce que j'étais cadré en buste. Mais je ne suis pas totalement nu. J'ai quand même... un soutien-gorge. Alors... Enfin, il y a des moments où on ne sait pas où est le micro exactement quand même. Hein. Ils disent la couleur des porte-jartels là, chez les Américains, non? Bon, moi j'ai une photo sous les yeux. Mais ça fait d'ailleurs un quart d'heure que vous la regardez, Philippe. C'est le porte-jartel classique. Levez-vous voir. Faites tourner. Et ça produit un effet classique, bravo. Vous savez, on ne peut pas faire ça en Russie, les filles nues pour les journaux, il fait moins 14 dans les studios en ce moment. Alors après, elles sont couvertes de chair des poules et elles se font violer par des permissionnaires avec des caleçons à fleurs pendus sur les bas des jambes. Et ça pose des problèmes, on n'a pas assez de gendarmes pour tous les studios télé. Pironi appelle la femme de Bouvard, elle va pas le croire. Bon, écoutez, je vois que vous ne prenez pas ça au sérieux. Mettez-les dans votre culotte. Si tu n'en veux pas, je remets dans ma culotte. C'est ça la chanson française. Si. Nous, on a la même chanson en Russie. Nie stave boznie, zore fatimi te verga, ospati se nie, zbadu proterene to, a za ti nie, opre, a na petje, zobi. Il est formidable, votre copain, hein? Il est pas mal, hein? Ah, oui, dis donc. Traditionnel, on chante toujours ça. Ils ne doivent pas s'emmerder en Russie. Hein. Ah non, ça...
Alors, à propos du salon agricole, il y a eu des visites, vous savez, d'hommes politiques d'abord. Hein, oui. Jospin qui est venu se faire une omelette. Il y a une visite remarquable. Bon, pas naturellement, c'est pas celle du président de la République ou du Premier ministre. Il a quand même passé 4 heures, hein, Chirac. Il était le dimanche matin à 8h30. Il est reparti à 12h30. Petit déjeuner, pousse café, machin, la rincette, le rince-cochon, le cul des vaches. Midi l'apéro, 12h30, il est rentré torchonné à l'Élysée. Il a dit comme ça, Bernadette a pas pu me traîner à la messe. C'est pour ça que je vais au salon agricole. Non, mais il y a eu la visite organisée et très photographiée de 2 stars de film X. Bien sûr. Ah bon? Tera Patrick et Lisa Crawford, qui sont venus caresser spécialement les cochons, mais ça on le savait. C'est leur spécialité. Dans les sens du poil. Ouais. Dans les sens, toujours caresser la cochon dans les sens du poil, sinon la cochon a la poil dure et ça pique. C'est vrai, c'est très connu. Et à la demande des photographes, elles se sont initiées à la traite des vaches laitières, ce qui ne doit pas tellement leur changer les idées. Non. Oh si, Rocco Siffredi est mieux qu'une vache quand même. Oui, mais la vache a plus d'épis. C'est intéressant. Alors, je voulais dire à propos de M. Chirac qu'il est très connu en IRSS, en Russie, on dit maintenant, comme le grand spécialiste des vaches. C'est pour ça qu'il fait régulièrement des voyages dans le monde entier, qu'il s'entretient avec tous les chefs d'État pour parler des vaches. C'est une sorte d'expert des vaches. C'est vrai que... Il donne des conseils à M. Poutine formidables sur les vaches. Il a été un grand ministre de l'Agriculture, et ça, les agriculteurs ne l'ont pas oublié. Expert vaches, d'ailleurs, nous avons, des phénomènes des vaches de 5 pattes, 6 pattes, 9 pattes autour de Tchernobyl. Oui, mais vous êtes un grand pays, c'est normal. Oui. Et ça intéresse beaucoup, mais il ne parle que de ça avec M. Poutine. Les vaches à 6 pattes, 7 pattes, 8 pattes. Et il pense faire venir plusieurs centrales pourries de chez nous, afin que vous ayez la chance d'avoir des vaches à 88 pieds, 64 pattes, 19 têtes. C'est très intéressant. Pour la tête des veaux, par exemple, c'est très intéressant. Un veau de 19 têtes. C'est économique. Il s'intéresse beaucoup à tout ça, messieurs. Et les rognons, vous avez un grand président vachier. Vachier, on dit, pardon. Vachier, pardon. Parallèlement au salon de l'agriculture, il s'est déroulé un fait divers navrant, mais comme on se dit tout ici, je ne crois pas autorisé à vous cacher ce qui s'est passé dans la banlieue de Nancy. Rossino a attaqué quelqu'un? Non. Alors, ce qui s'est passé dans une ferme d'élevage de gallinacés, c'est-à-dire des poulets. Merci. Oui, je connais poulet. Oui, non, mais gallinacés, vous connaissez peut-être pas. Alors, merci. L'éleveur a porté plainte à la gendarmerie. Qu'est-ce que c'est, gendarmerie? Il pensait que chaque nuit, il y avait des renards qui se livraient à des voies de fait sur ces malheureuses volailles. C'était des réfugiés? Non. On a mis donc 2 gendarmes en observation dans le poulailler. Déguisé en poulet? Ouais. Au bout de 3 heures, l'intrus s'est manifesté. Oh là là. Le renard, c'était pas tout à fait un renard parce qu'il avait un caleçon à fleurs au bas des jambes. C'était un garçon âgé de 21 ans, de retour du service militaire. Oui, ça se fait, à cet âge-là, oui. Et qui avait succombé au charme de 5 poules et de 2 dindons. Non, c'est pas une histoire drôle, finalement. Dites donc, alors là, vous êtes un bon faux cul quand même. Il nous amène un gars qui se tape des poules, sous l'œil des gendarmes en plus. Parce que les gendarmes, ils ont attendu qu'il fasse son affaire, non? Oui, bien sûr. Ils ont pris des photos, ils sont rentrés à la gendarmerie et Robert regarde, on a trouvé le gars. Ça a dû y aller. Là où ça a posé un problème juridique, c'est que les gendarmes ont regardé dans leur code pénal, qui ne les quitte jamais. Là, c'est plutôt le code pénal. Oui. Le chef d'accusation, d'inculpation, qu'on pouvait appliquer à un semblable délit. Ils ont dû renoncer au viol, puis à l'attentat à la pudeur. Mauvais traitement animaux, je crois. Et voilà. Oui, c'est ça. Mauvais traitement animaux. C'est ce que je dis toujours à ma femme, va te plaindre, c'est mauvais traitement animaux. Je risque rien, ni Willy Coluche, je t'embrouille. Alors, Madame Daligan demande... De toilette.
D'un ligand de C'est pour toilette. ça que je suis là, c'est l'humour français. Oui. C'est pour ça que je suis venu. Oui, on n'a pas que du premier choix. Mais les bas morceaux se mangent aussi, mais c'est bon. Oh, Philippe, ça fait longtemps qu'il s'est pas fait bouffer son bas morceau. Hein. Ah non, pas celle-là. Pas vous. Eh ben voilà. Eh ben vous avez... Là, vous appelez plus Karl, vous appelle zéro, hein. Qui sème le vent récolte la tempête, monsieur Bouvard. Tout à l'heure, Vous on a- l'avez cherché. Ah, vous voulez de la vulgarité? Vous allez en avoir. On va foutre le feu, nous, à RTL. J'ai remarqué tout à l'heure, on a eu le clapier des charges. Hein. Ah non, c'est poulailler des charges, pardon. Excusez-moi. Alors là, voilà une question qui peut rendre service à ceux qui s'interrogent sur le comportement des campagnards. Pourquoi les vétérinaires se mettent-ils parfois à cheval sur une truie? Parce qu'ils sont myopes, ils l'ont prise pour un poney. Ah, Mais pour ils se voir mettent si à elle... cheval sur la truie, pourquoi Pour voir faire si elle est enceinte. Si elle est enceinte, oui. Voilà. Non, mais on se rapproche. Ah bah pour faire sortir le goret. Oui, bon. Non. Pour lui péter les dos. Pour lui faire descendre sais des pas. mamelles qu'elle puisse allaiter. Non. Bon, le vétérinaire, il fait pas ça par jeu. C'est bon. Peut-être par plaisir. Non, non plus. Mais c'est pour faire quelque chose qu'il s'est mis à cheval. C'est pour lui faire une piqûre, un Non, truc comme c'est ça. pour passer un moment. J'ai dit, tiens, je vais aller me mettre à cheval sur une truie cet après-midi. Je ne sais pas quoi faire. Il a fait ça pour faire rire les gosses de la ferme, peut-être. Puis demain, je vais me mettre couché sous une vache. Allez, hop. Oui, ça peut être ça. La semaine prochaine, peut-être, je vais aller dans les poulaillers avec mes copains qui reviennent de la service militaire. Ils n'ont rien à faire, hein, ces vétérinaires français. Attendez, Il ne faudrait pas croire, professeur Attendez. Logérov, que la France est un pays de zoophiles. C'est pas le cas. Non, mais il se met peut-être à cheval sur la truie parce que la fermière voulait pas. Non, c'est pas ça non plus. Non. Parce que la truie le demande. Le fermier a demandé au vétérinaire de venir, parce que c'est comme ça que l'affaire s'est enclenchée, pour pratiquer. Ah, parce que le fermier est sculpteur, il fait une statue équestre du vétérinaire. Il prend la pause, il reste une heure je sur la sais. truie comme ça. Je sais, c'est pour faire la fente pour mettre les pièces après. Non. Mais Non, qui a parlé de écoutez, pièces? non, là, je vous demande un peu de raison. Nous sommes écoutés dans les campagnes par des gens qui ne seront pas très contents qu'on paraisse prendre à la légère, ce qui est un processus normal de l'élevage. Alors il est à cheval sur la truie. Pour la faire tousser. Pour voir si elle est en chaleur. Alors, effectivement, donc si elle Ah, est prête oui. Si elle est- à être, comment dit-on, Fécondé. Fécondé, oui. Non. Oui. Monté. Non, mais non. Puisqu'il est dessus. Mais non, puisque c'est le vétérinaire qui va le faire. Ah, c'est lui. Ah bah il fait connaissance alors. Ah bah si, il vient pour la voir, il dit oh ma petite chérie et tout. Enfin de l'intimité. C'est la drague, c'est la drague. Ah ouais. C'est une forme de drague. C'est pour l'inséminer. C'est pour l'inséminer. Ah oui, Mais vous connaissez l'histoire, le vétérinaire qui va à la ferme pour inséminer la truie. Alors, le pécor lui dit, bah alors là je vous ai mis une serviette, un seau d'eau chaude, un savon, et puis vous trouverez bien un clou pour accrocher votre pantalon. alors là, c'est donc quelque chose de fort bonne compagnie. Il n'y a pas une trace de vice dans la manipulation. Non, non. Le vétérinaire est venu avec son matériel. Mais alors, ça seringue, hein. Oui, Bon. non mais alors il est assis À l'envers. inversement à la tête. Qu'est-ce que c'est que ce bruit grotesque? La réponse, elle a été donnée à partir du moment où le mot inséminé a été prononcé Ouais, donc c'est- par Jacques Maillot. Voilà. Et bravo. Donc Il est donc sur la truie, et comme c'est un homme de l'art qui a fréquenté beaucoup de Un homme de l'art du cochon, du reste, ça c'est bien, elle est bien celle-là. Ah non, elle est bonne. Ah, il est en forme aujourd'hui. Si la truie reste immobile, ça c'est un truc de vétérinaire. C'est pas la peine. Oh, ça, c'est Si vous. par contre, si elle lève la queue, c'est bon, Francis. Si la truie reste immobile, c'est qu'elle est prête à être inséminée. d'ailleurs, Si La truie est un prêtre, je comprends pas. Je sais qu'en France, vous avez des choses bizarres avec les prêtres en ce moment, mais alors si la truie est un prêtre, les vétérinaires montent dessus. Ah, oui, d'accord. Et donc, le vétérinaire en déduit immédiatement s'il doit faire son office Voilà, ou pas. bien sûr. Si la truie est immobile, c'est que vraiment, elle n'attend que ça. Ah, oui. Si elle bouge, il dit au fermier, je Ben, je repasserai la repasserai demain, semaine voilà. prochaine.
À propos des poulets, j'y reviens. Oui, ça se mange sans faim. Oui. Vous savez que la fête de l'Aïd el-Kébir approche. Mais c'est pas du poulet, c'est des moutons. Eh bien, attendez. Et que traditionnellement, on sacrifie des moutons dans le cadre de cette fête religieuse de l'islam. Tout à fait. Or, comme les moutons sont de plus en plus tremblants, oui. Comme le pape. un théologien turc a dit que le sacrifice d'un poulet pourrait valoir celui d'un mouton. Ah ouais. Avec un poulet, on peut pas se faire un pullover en laine. Ouais. Après. Non. Surtout si c'est un poulet qui a été un peu bricolé par le garçon qui rentre du service militaire. Là. Il doit pas être en bel état. Il doit plus avoir de plumes. En tout cas, Daniel Vaillant sera content d'apprendre qu'on peut sacrifier un poulet. Question de Monsieur Tabar. À la bourse, qui appelle-t-on familièrement les zinzins? Ah, c'est Jean-Pierre les investisseurs institutionnels. Oui, exactement. Alors, citez-en quelques-uns. Bah, il doit y avoir le... Non, mais pas de raison sociale, d'une façon générale. Bah, les banques. Les banques, les compagnies d'assurance, des établissements financiers. Voilà. Et à quel moment fait-on appel à eux? Bah, quand la bourse baisse. Quand la truie est prête. Ouais. Non, pas quand la bourse baisse. C'est quand l'État émet des obligations, non? Par exemple, oui, et bien sûr. Ouais. Et on compte sur eux pour faire la pointe. Absolument. Voilà. Ouais. Bien, bah c'est bien, encore une bonne réponse de Jacques Maillot. Avec nous avons lancé une nouvelle rubrique qui s'intitule Arrêt sur son et qui nous permet, l'espace de quelques dizaines de secondes, de revenir en arrière et de nous remémorer des bons moments. C'est le type que, il souffre d'éjaculation précoce. Alors il va trouver le toubib et le toubib lui dit, écoutez, quand vous faites l'amour avec votre femme, pensez à autre chose. Pensez par exemple, vous êtes au restaurant, que vous prenez une bonne entrée avec un bon plat derrière de résistance, un bon fromage, un gâteau, un dessert et un café. Hein? Alors il fait bon d'accord, et puis le soir il fait l'amour avec sa femme, et puis il est là, il manœuvre et tout, il fait bon, alors je suis pas en train de faire l'amour. Faut vraiment que j'oublie tout ça, je suis au restaurant. Alors, je prends un hors d'œuvre et un café. C'est drôle que l'éjaculateur précoce, comme le cocu, sont dans notre mythologie contemporaine des sujets de rigolade, alors que ce sont des drames. Hein. Non, mais nous vivons une époque de vitesse. C'est quand même des proches qui disaient ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Hein. Moi j'avais un ami qui était éjaculateur prémonitoire. C'est-à-dire on dit je vais te présenter une copine, trop tard. C'est très, très rare, heureusement. Hein. Vous dites, tiens, tu connais ma sœur, un jour il faudra jeter la trop tard et il changeait la pantalon. Très embêtant. Et puis je vais poser dans un moment une question culturelle, une vraie. Et si jamais vous ne répondez pas, je ferai appel à notre professeur Je sais tout, notre cher Jean Dutour. Mais là, c'est une question pour Thierry Roland qui a envoyé... Ah ben c'est pas culturel. Là. Madame envoyé... Thierry Roland s'envoie des questions maintenant. Non. 2 et 2. C'est ça la question. Donc. Il est seul à pouvoir répondre. C'est Madame Lanoux qui l'a envoyé à l'adresse de Thierry Roland. C'est la maman de Victor Lanoux. Oui. C'est la maîtresse également de Thierry Roland. Ce qui est un peu gênant à dire, vu l'âge de cette dame. Quel objet propulsé par l'homme est-il le plus rapide? Le suppositoire. Non. Ça dépend dans quel sens. Puisque... L'éjaculation précoce. Si c'est pour Thierry Roland, je m'excuse, mais ça doit être le ballon, non? Il atteint, attendez, cet objet qui est évidemment un objet sportif, hein, oui. On n'est pas dans la balistique militaire, atteint 320 km à l'heure. Une balle de tennis. Non. Ah non, ça va. Non, la balle de tennis, ça va 200, 220. Une balle de golf. Non. Le ping-pong. Non. C'est une balle. C'est pas une balle, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas une balle, mais ça en tient lieu. C'était la diabelote. C'est un...
C'est un objet qui sert dans les compétitions d'athlétisme? Non. Non. Non, ça ne relève pas de l'athlétisme. C'est un sport d'équipe. Combien vous dites 350? Je pense que c'est un sport d'équipe. 350. 320 Les km. palettes des hoquettes. Non. Le squash, là, Non. Une Mercedes conduite par Monsieur Paul? Ah, c'est pas le machin de la pelote basque, c'est un nom bizarre, ça. Non. Non. Et je dirais que ça n'est pas un jeu, un sport que l'on pratique tellement chez nous. C'est pas le lancer du... Et ça se pratique où, alors? Tu sais Dans ce les qui- pays anglo-saxons. Alors c'est le cricket, c'est la baballe de cricket. Non. Alors non, c'est la mais baballe de baseball. Non, mais... Le tomahawk, là, ce qui revient, non? Non. Enfin, encore que certains de nos enfants doivent sacrifier... ce Boomerang. Non. Le non, tir à l'arc. Quoi, certains de nos enfants? Je pense que... Ils jouent avec ça. Dans une version pour enfants, Le ça tir se à l'arc, pratique, là. mais il n'y a pas, je crois, en France... Les chicken McNuggets. Qu'est-ce que c'est? C'est anglo-saxon, les enfants ils jouent avec. Le jokari. Ça consiste en quoi? C'est des petits beignets de poulet qu'on mange chez McDonald's, les chicken McNuggets. Non mais, professeur, vous savez que Philippe va rarement au McDonald's. Peut-être ça n'a pas de rapport, je suis désolé. Voilà, c'était juste pour jouer. Mais bien lancé, peut-être ça peut aller vite. Mais quand ça a, même. ça a une forme de balle. Non, 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 pardon. C'est pas le Ah, bah, disque. c'est le lance-pierre, non, non, pas du tout. Et il y a des petites raquettes. Mais c'est le jokari, non? Le badminton. Oui, c'est le badminton. Ah, c'est le volant du badminton. Le volant du badminton, exactement. C'est le truc avec les plumes. Voilà, c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, quand même, là, hein? Et ça va à 200 à l'heure, ce truc-là. Non, 320, il n'écoute même pas la question. Il sait pas et il écoute pas. Qui est pour vous la question? Oui, oui, je sais. Cette dame et sa mère Mais oui, décrivent les je questions sais. d'espoir avec la bouche. Je sais. Elle va pas être contente, Madame Lanou. Grâce à Sonotone, de nombreux vieillards parviennent aujourd'hui à mieux entendre. Monsieur Roland! Parce que, allez-y à un volant, il a jamais roulé à 320. Vraie question culturelle de Monsieur Sapan, dont je ne vous rappellerai pas. Oh, bah alors là, ouais. Je ne vous rappellerai Oh, bah pas alors. le lieu de résidence, parce que ça donnerait lieu encore à des plaisanteries de mauvais goût. Il habite toujours à Houille. Toujours. Et Monsieur Faudra Sapan lui dire de demande- déménager pour que ça prenne pas un tour graveleux. Hein? Ah oui. D'ailleurs, quand il n'est pas en forme, on dit ça sent le sapin. Et il demande, sous l'Ancien Régime, qu'appelait-on des marchands de merlettes? La merde. Ça, c'est une vraie question culturelle. C'était les gars qui passaient dans les rues, c'était un petit métier. C'était pas un petit métier. Quelqu'un qui avait une officine de marchand merlettes, de... Ça de se mangeait, les merlettes. merlettes? Non. Ah non. Non. Je vais te manger la merlette. C'était des fleurs? Non. Non. C'était pas les gars qui faisaient de l'engrais? Du charbon? Des bijoux. Des petits bijoux. Non. Donc c'était un commerce. C'était un commerce tenu par des gens qui étaient plus ou moins honnêtes, faut quand même le dire. Hein. C'était tenu par des escrocs. C'était des oracles, des gens qui vendaient de... Non. Mais vous savez, je ne vous en voudrais pas si vous ne connaissez pas la réponse, parce que nous sommes actuellement en liaison téléphonique avec le professeur Jean Dutour. Ah bah lui, il sait. Oui, lui, monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Poupounet, comment ça va? Et alors, c'est le monsieur qui va nous faire... Merlettes, oui, les marchands de merlettes, c'est très mignon, les marchands de merlettes. C'était un petit commerce qui marchait très bien sous l'Ancien Régime. Et alors, en quoi ça consistait? Eh ben, c'était des héraldistes. Quand on était un peu roturier, on allait les voir. On leur disait, j'ai pas des armoiries quelque part, mais si, cher monsieur, vous avez des armoiries, on va faire des recherches. Alors on faisait des recherches, on lui trouvait un ancêtre qui vivait 200 ou 300 ans plus tôt, et on lui donnait, on lui fabriquait un blason avec des petits oiseaux qu'on appelait des merlettes. Ah oui, comme Giscard, quoi. Ah ouais. Oui, un peu dans ce genre-là. Comme Madame de Fontenay. Oui. Ouais. Oui. Alors voilà ce que c'est que des marchands de merlettes, mon petit. C'est bien de me poser des questions comme ça pour lesquelles j'ai la réponse. Ah bah vous n'étiez pas prévenu, mais je ne doutais pas que vous soyez informé. Merci Jean Dutour. Ah bah de rien, c'était une joie. Alors ça,
Ça, il a une façon de nous faire passer gentiment pour des cons. Non, pas du tout, mais bon... À propos de Madame de Fontenay, vous avez vu qu'elle a gagné son procès. Oui, finalement, on lui reconnaît le droit de porter le nom de son village. Oui. Non, parce que c'était le surnom de son mari dans la Résistance. Oui. Je crois que dans le civil, il s'appelait Ducon et dans la Résistance, Einstein. Donc il n'y a pas de... Entre ici, Jean Moulin. Non, c'est entre ici, Madame de Fontenay. D'ailleurs, le point commun, c'est qu'ils ont un chapeau tous les deux. C'est vrai. En fait, je crois que Monsieur Poirot, qui était Il s'appelait Poirot. Il s'appelait Poirot. Oui. Il était tout petit, pas très beau, et il avait une grosse... Non. Il s'appelait Poirot. Non, déjà. il était tout petit, pas très beau, et... Mais il était monté comme un singe. Et il habitait Lyon, et on l'avait surnommé Gnomérone. Et il connaissait un vétérinaire qui régulièrement montait sur Madame de Fontenay pour voir si donc il n'y avait pas de problème. Non. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu plus Une sérieusement. précision, pardon, monsieur Vivant, que j'ai entendu tout à l'heure. Je pensais, mais peut-être me trompiez, que les marchands... Me trompiez Oui. Que les marchands d'armoiries, des commodes et tout ça, c'était des brocanteurs ou des antiquaires. Mais... C'est une forme de brocante. Oui. D'accord, c'est ça. Oui, c'est des... Pour des précisions. Mais je ne suis pas au courant de toutes les subtilités de la langue française. C'est pas ici qu'on va vous faire un cours, hein, parce qu'on est quand même... on est resté très simple, hein, ici. Oui, mais monsieur Jean Ducour, peut-être, pour un... Ah oui, il représente l'académie, hein. Alors, on revient... C'est pour ça qu'il vient plus. Il est chez lui, il peut plus bouger. Mais non, c'est pas pour ça. Il travaille sur un livre, et il a bien voulu, et je l'en remercie encore. Pourquoi il ne s'assoit pas sur une chaise Ça devient difficile, hein. Nous, on fait ça à la faculté, à Moscou, quand on était très jeunes. On n'avait pas de mobilier, on s'asseyait sur des livres. Mais je pense que M. Dutour, avec les milliards de livres qu'il a vendus de par le monde, peut s'asseoir quand même sur un fauteuil. Oui. Ou alors on fera une quête pour lui, je ne sais pas, mais... faut qu'il arrête. D'autant qu'il paraît qu'il n'a jamais écrit un seul de ses bouquins. Oh, si, alors lui, oui, hein. Ah, il a une armée de nègres. C'est totalement usurpé, ça. Non, passe non, à absolument pas. C'est un petit artisan et c'est un vrai écrivain. Et puis, vous savez, un nouveau rite s'est instauré chez nous, qui d'ailleurs paraît rencontrer beaucoup de faveurs. C'est cette communication que nous établissons chaque jour, toujours par le truchement du téléphone, mais là, avec une auditrice de la station ou un auditeur. Aujourd'hui, c'est une auditrice, c'est Madame Colette Maes. Bonjour Madame. Bonjour monsieur, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis très émue. Mais non, il faut pas, vous savez, vous êtes là dans un climat d'amitié et de simplicité. Ah oui, ça je sais, vous faites partie de la famille. Où habitez-vous? Mais j'habite à côté de Saint-Malo, entre Saint-Malo et Cancale. Ah, oui. La moule de Cancale. Le pays des huîtres. C'est une spécialité locale quand même. Les huîtres, messieurs, les huîtres. C'est le belon, c'est le belon. Les huîtres que d'ailleurs vous recevrez demain, je vous ai fait envoyer des huîtres. C'est pas vrai. Oui, messieurs. Voyez. Oh là là, que c'est gentil ça. Vous voyez comment on pense à vous. Une bonne bourriche avec un bon coup de gros plan. Ah mais ça, le gros plan, je ne l'ai pas envoyé. Non, mais on va trouver. Vous prévoyez pour demain le gros plan et les citrons. Quoi. Et alors ça va arriver à RTL? Demain matin, je pense. Oui. Oui. Et vous me ferez signe demain soir, me dire si vous vous êtes bien régalé ou pas. Ah bah oui, bien sûr, on vous rappellera pour vous le dire, mais ça c'est très gentil. Hein. Voilà. Non, ça me fait très plaisir à moi. Mais je crois que là vous donnez l'exemple à tous les auditeurs et les auditrices qui se trouvent dans une région où l'on produit des choses succulentes. Tout à fait. Et nous aimerions bien en recevoir quelques échantillons. J'ai entendu M. Koff se plaindre il n'y a pas longtemps, en effet. Oui, si vous... plus de petits cadeaux. Bon, ben voilà. J'ai pensé à l'andouillette pour vous, Monsieur Philippe, mais... Je crois qu'une andouille dans une émission, ça suffit. Non, mais je sais que vous n'aimez pas tellement, donc j'ai hésité, mais bon. Mais c'est bien de reprendre cette tradition alimentaire, car les plus anciens de notre équipe, et là je me tourne vers Thierry Roland, bonjour Thierry. se souviennent avec émotion du temps où le premier rang des spectateurs du grand studio était garni de personnes qui venaient nous voir. Un petit chocolat par-ci. Avec des offrandes propitiatoires. Souvent c'était du pâté de tête. Non, voilà. Très souvent. Et nous étions sensibles à ces avec hommages. une petite bouteille de rouge. Oui.
Bon, mais moi, je voulais vous remercier pour cette émission qui est... on oublie nos soucis pendant 1h30. Si je trouve que c'est trop court, d'ailleurs. Eh bien, merci madame, et on pensera à vous spécialement demain en dégustant les huîtres. Je voulais quand même me donner un petit coup de cœur pour monsieur de Kersozon, que j'aime beaucoup, il est pas là. Ah, ben il vaut mieux pour vous, hein. Je vous aime tous passionnément, mais j'ai vraiment un petit coup de cœur pour monsieur de Kersozon. Vous êtes amoureuse de notre marin? Amoureuse, non, j'ai l'amour de ma vie à côté de moi. Donc, mais je l'apprécie beaucoup. Oui. Mais qu'est-ce que vous appréciez? Sa galanterie à l'égard des dames? Non, justement. Non, son franc-parler, peut-être. Ah oui, ah bah là, alors, c'est bien de lui qu'il s'agit. Merci, madame Metz. Oui. Il se trouve que madame Douchy de la Varenne a dû savoir que le professeur Logérov serait des nôtres, puisque elle envoie une question qui le concerne directement. Alors? Au 19e siècle, professeur... J'étais trop petit déjà, mais bon... Que faisaient les Russes avant de faire l'amour dans une chambre? Ils désinfectaient. On mettait du sel autour du lit. Pourquoi? Pour chasser les djinns, les mauvais esprits. Ah, les mauvais esprits. Non, ça se fait encore d'ailleurs dans les combats de sumo, je crois. Ils faisaient rentrer leurs femmes dans la chambre, mais voilà. Ah ben oui, ça c'est préférable. C'est très embêtant. Oui. Là, ils faisaient toujours ça. Ils disaient, tu rentres dans la chambre et maintenant on va faire l'amour. Des fois, ils oubliaient et ils étaient très embêtés. Non, c'est pas ça. Ah, avant de faire... Ils descendaient de cheval. Oui. Ils enlevaient leurs bottes. Non, attendez. L'homme et la femme, mettons qu'ils sont mariés, si vraiment vous êtes un petit peu traditionnaliste, sont dans la chambre. À poil. La chambre est close. Oui. Et la femme dit à l'homme, monte un peu la moujique. Et avant de se livrer à l'acte, comme on dit, l'homme prend une précaution et je vous demande laquelle. Ah oui, il lui demande ses papiers. Maintenant... Pour être sûr que ce soit sa femme. Il se passe la zigounette à quelque chose, non? Non, nous sommes dans la Russie du 19e siècle, qui est un... Il embrasse l'icône. Alors, il s'agit de l'icône, mais il ne l'embrasse pas. Il retourne l'icône. Il tourne l'icône. Voilà. Il la voile ou il la tourne pour qu'elle ne voie pas ce qui va se passer. Voilà. C'est une bonne réponse du professeur Lejeune. Ça me rappelle ces quelques vers de Pouchkine que je me permets de vous citer. Traduisez. Quand je rentre dans les chambres, tu es là, Natacha. Tu es étendu sur la couche. J'ai fait brûler quelques herbes odorantes afin de cacher l'odeur des boucs. Et je retourne l'icône avant de penser plus tard à te retourner, Natacha. Quelques vers de Pouchkine, extrait de Jorge Wisniewski, qui en français on peut traduire petit poème domestique. Alors, nous avons vu que le Michelin a une fois de plus distribué des étoiles, mais qu'il en a aussi retiré. Le grand triomphateur de la cuvée 2001, c'est Marc Vera. Et il peut nous appeler afin de nous inviter tous demain, comme Madame Maes. Eh bien, écoutez, nous l'avons au téléphone et on lui demandera s'il ira jusque-là. Il y a une possibilité d'ailleurs, puisque j'ai vu dans un papier le concernant qu'il était bon cuisinier, mais pas très bon gestionnaire. Monsieur Vera, bonjour. Bonjour, Philippe. Alors, on s'est réjoui de voir que vous aviez une étoile de plus, que vous en aviez 6 à vous tout seul. Je parle des étoiles, hein? Oui, c'est vrai. Et c'est très rare. C'est fin. C'est une vache. 6. C'est les billes. Il y avait avant vous un autre cuisinier, Alain Ducasse, qui en avait 6, mais du coup, il en a plus que 5. Hein? Alors, ce qu'on a honoré en vous, c'est non seulement le talent culinaire, mais c'est aussi le fait que vous ne prétendez pas être derrière tous vos fourneaux. Vous avez 2 établissements qui fonctionnent, mais par roulement, hein? Tout à fait, simultanément. Lorsque l'un est ouvert, l'autre est fermé. Et c'est comme ma femme.
Bon, ce qui m'a surpris, moi, c'est votre carte actuelle, qui est tellement poétique qu'on ne sait plus exactement ce qu'on mange. Par exemple, le foie gras. C'est très gentil, ça. Le foie gras au coquelicot. Il y a vraiment du coquelicot. Tout à fait. Je vois le prix du foie gras au coquelicot. Hein? Oui, d'accord. Mais il vous fera une fleur, ça sera moins cher pour vous. Eh bien, écoutez, je vais tous vous inviter. Après, vous avez la langoustine au cresson. Ah oui. Ah, bonjour, Le madame la et puis, ministre. qu'est-ce que c'est que le jus de pois cassé au génépi? C'est merveilleux, c'est un clin d'œil à la Savoie. Allô? Oui, je vous écoute. J'ai un petit passage, là. Parce que je suis sur un portable. Dis donc, il n'y a pas beaucoup de place. Le génépi, c'est un clin d'œil à la Savoie. Ouais. Et dessous, c'est une soupe tiède avec du pois cassé. Et c'est un mélange raciné parce que les deux liquides ne se mélangent pas et le génépi arrive pour rafraîchir la bouche. Bien. C'est Alors, très technique. quand vous dites, quand vous inscrivez sur votre menu bolé de légumes oubliés, ce sont des légumes qui traînaient dans la cuisine et que vous avez retrouvés? Ah, le coquin. Non, c'est pas tout à fait ça, vous le savez. Mais ce sont des vrais légumes qui ont été au du jour, qui sont délicieux et servis avec de la Haute-Savoie. Eh bien, Marc Véra, on vous applaudit et on attend votre invitation de pied ferme. Merci. Parfait, avec plaisir. Merci. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Éric Logérias, Jacques Maillot, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni, Carl Zéro, Roland Magdan et Philippe Bouvard. Monsieur Sokolovski pose une question qui s'adresse, dit-il, à Roland Magdan. Dans quelle profession ne trouve-t-on que des moustachus? Artistique? Non. C'est une profession artistique et je dirais que la moustache aide considérablement à exercer cette difficile profession. Souffleur de verre? Non. Et chanteur en playback, parce qu'on voit pas les lèvres. Eh bien, ça n'est pas ça, mais on se rapproche. Les ventriloques. Les ventriloques, oui, professeur. Vous saviez pas ça? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais effectivement, c'est très pratique. Ah oui, parce que comme ça, on ne voit pas le mouvement des lèvres. Hein. Vous voulez dire qu'il ne parle pas du ventre, alors? Moi, j'ai la moustache, mais au niveau de la ventriloquie... Ensuite, je voudrais vous demander, mais ça, c'est facile pour ceux qui ont voyagé, comme Carl Zéro. Dans les restaurants américains, les convives ont une habitude qui est inconcevable dans un restaurant français. Ils attendent avant qu'on les place. Oui, ça aussi, ça fait partie. Le doggy bag. Le doggy bag. Bah, ils ont plus faim ou ils veulent en garder un petit peu parce qu'ils se disent demain j'ai rien à bouffer, tiens. Et on leur met ce qu'ils n'ont pas fini de manger, on leur met dans un petit sac, ce qui est inconcevable, et ils partent avec. Alors on leur fait des petits sacs assez jolis d'ailleurs, avec des formes en papier alu, des formes de canard. Mais est-ce que c'est pour le chien ou est-ce que c'est pour le... Non, ça s'appelle doggy bag, mais c'est pour eux. Hein, ça, c'est pour eux. Ah oui. C'est ce que fait José Bové quand il va dans un McDo, il emporte tout. Non mais c'est épouvantable. J'étais au courant de cette tradition, j'ai essayé une fois en France, je me suis retrouvé à la maison avec des côtes de porc à la crème catalane, c'était dégueulasse. Ils m'avaient tout mis dans le même sac. Ils le font dans les avions. Vous avez un petit sac, mais ils resservent. Ils resservent. Et tout ce que vous avez mangé, vous pouvez le remporter avec vous. Non, les plateaux, c'est ça en fait. Ce sont des doggy bags qui viennent des États-Unis. Si vous n'avez pas terminé la serveuse ou le maître d'hôtel, vous les ramenez à la maison pareil d'ailleurs. L'avant-dernière question vient de Bayeux. Très belle tapisserie. C'est une émission culturelle, vraiment. Hein. Je donne la petite virgule culturelle. Mais avant, Madame Petit habitait Le Mans, les rillettes. Les assurances, les mutuelles. MMA. Et Madame Petit demande à quoi servaient les plumes que l'on trouvait sur toutes les tables des festins romains. Pour se faire vomir. Oui. Exactement. Et passer dans la gorge, comme ça on allait au vomitorium, voilà. Et on revenait sans remettre plein de cornets. Et d'ailleurs, les doggy bags aussi, eux, ou pas du tout alors? La supériorité des repas d'Air France, c'est qu'ils n'ont plus besoin de plumes. Il n'y a pas de plumes. Il n'y a qu'à le voir. Dans le TGV non plus, c'est naturel. Et d'ailleurs, le vomitif est incorporé au sandwich. Et ça, je trouve que c'est un vrai... Il y avait d'ailleurs, dans tous les amphithéâtres romains, des vomitoriums. Oui, bien sûr. La dernière citation... Et bonne réponse de ma gueule, elle vient pas? Bon, votre grande gueule, on l'applaudit.
C'est quand même Jean-Jacques qui a vomi le premier, là. Nous ne quitterons pas le domaine du vomi. Oui, exactement, ou de la mauvaise gastronomie avec cette citation dont Monsieur Cattier nous demande l'auteur. Qui, lors d'un dîner, s'est exclamé « Mon Dieu, si le potage avait été aussi chaud que le vin aussi vieux que la poularde, et la poularde aussi grasse que la maîtresse de maison, c'eût été presque convenable. » Oh, c'est qui? C'est un gastronome? Un grand gastronome. Kurnansky. Kurnansky. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine.